Allons voir de plus près le château de Versailles et regardons. Ah, attendez. Quoi? Ce n'est pas le château de Versailles. Il faut vraiment que je répare ce truc. Il fait beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Où sommes-nous? Attendez une minute. Je reconnais cet endroit. Des souvenirs d'il y a longtemps. C'est Chatsworth House, dans le district de Peak, en Angleterre. Bon, ça devrait aller. Allons-y, voyons ce que nous pouvons trouver. Chatsworth House a été achevé en 1708, nous dit-on. Son histoire, tout comme celle de l'ensemble du district de Peak, est une invention, un mensonge total. L'endroit a beaucoup changé au fil des ans. Il est situé sous deux grands plans d'eau, le lac Empereur et le lac Suisse. L'eau des lacs est canalisée à travers un aqueduc brisé avant de tomber de 24 mètres et de serpenter doucement le long des collines dans des voies d'eau complexes et de couler directement dans le domaine de Chatsworth. Les eaux alimentent les lacs, les rivières et les ruisseaux du domaine, à travers une série de pistes et une multitude de tunnels complexes sous le domaine et la structure elle-même. En raison de la réaffectation du domaine, une grande partie de ce système reste cachée, mais vous pouvez voir clairement les tunnels qui serpentent vers le bas. C'est un système d'eau interconnecté. Les cours d'eau se transforment en chutes d'eau au niveau de l'impressionnante cascade avant de poursuivre leur chemin. Toute l'eau se rassemble dans une pièce centrale rectangulaire qui alimente la fontaine de l'empereur. L'eau continue ensuite sous terre jusqu'à ce qu'elle se déverse dans le fleuve Derwent, un affluent du fleuve Trent de 106 km de long qui traverse le district de Peak. Bien que la majeure partie du domaine ait fait l'objet d'une restauration sérieuse, ce qui est en fait un mot trompeur pour désigner une destruction criminelle de la technologie, il reste de nombreux vestiges obsédants de son ancienne gloire. Il est important de noter que, contrairement à beaucoup d'énormes générateurs d'énergie, la maison de Chatsworth était probablement partiellement occupée par des fermiers. Le moteur central, situé hors du site, a été enlevé et transformé en garde-manger pour stocker le gibier chassé. Cette magnifique structure aurait fonctionné comme un petit générateur qui contenait également un petit moteur en son centre. Elle a été réaffectée en écurie. Les chevaux du XIXe siècle vivaient manifestement mieux que la plupart de la population. Au-dessus, au sommet de la colline, à côté des lacs Empereur et Suisse, on peut voir le quadruple condensateur ou tour d'eau qui a été reconverti en tour de chasse. Mais en parcourant les 42 hectares du domaine, le visiteur qui a les yeux pour voir peut repérer quelques curiosités. L'une d'entre elles est l'obélisque à moitié en ruine caché dans les broussailles enchevêtrées au pied de la colline, en dessous du lac. L'histoire officielle contrôlée, que les visiteurs reçoivent lorsqu'ils visitent Chatsworth, ne mentionne pas l'obélisque. Car, voyez-vous, la tour de chasse n'était pas le seul condensateur de Chatsworth. L'ensemble du domaine avait besoin d'un stockage d'eau constant pour répondre à ses besoins énergétiques et à ses objectifs. Il y a beaucoup de structures étranges parsemées autour qui restent inexpliquées. Et puis il y a ceci, la cascade, une véritable petite merveille, le dôme, une série de cercles toriques qui s'élèvent pour rejoindre le plus petit dôme de cuivre. Ils font attention à ne pas vous imposer une histoire déformée, mais, comme toujours, ils ne peuvent s'empêcher de vous la raconter de manière détournée et contrôlée. Comme le dit le panneau, on peut faire couler l'eau par-dessus le toit et la faire sortir par 13 jets. Certains de ces jets ont la forme de dauphins et de poissons géants en pierre immaculée. Il y a même des jets cachés dans le sol, nous disent-ils. L'eau provient des lacs au-dessus et est utilisée 2 fois de plus dans son voyage pour rencontrer la rivière Derwent en contrebas.
une fois dans la fontaine de l'Apollo Sud et une autre fois dans le jardin privé ouest. Mais regardez de plus près ce qu'ils reconnaissent. Chaque étape de la cascade est différente de celle du dessous et du dessus, pour varier le son de l'eau qui tombe. Cet édifice aurait été construit en 1703. Pourquoi un peuple du XVIIe siècle s'intéresserait-il à la variation du son de l'eau qui tombe? Comment pouvait-il avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour manipuler le son de l'eau de cette façon? Et il y en a partout dans le domaine. Les cours d'eau, les ruisseaux et les rivières serpentent tout doucement pour se reposer brièvement près des étangs et des lacs avant de poursuivre leur voyage vers le fleuve Derwent. Leur voyage est fait de sons splendides. Lorsque vous commencerez à traverser les passages labyrinthiques de notre histoire corrompue, vous rencontrerez inévitablement les lithographies, les représentations, les gravures, les illustrations et les peintures. Comme il est facile de mentir lorsqu'il n'y a pas de preuves photographiques ou visuelles, mais seulement une interprétation artistique. Nous n'accepterions jamais les illustrations comme des sources d'informations fiables aujourd'hui. Alors pourquoi les accepter comme historiquement exactes? Eh bien, qu'il ne faille pas s'y fier, consacrer un peu de temps à l'examen de leurs caractéristiques peut apporter des informations intéressantes. Par exemple, la fontaine ici semble complètement disproportionnée. Avait-elle l'habitude de projeter l'eau plus puissamment? Et certains diront qu'il s'agit d'une exagération artistique. Mais si l'on creuse un peu plus, on apprend que la fontaine originale de l'empereur, construite en 1843, était capable de projeter de l'eau à une hauteur de 90 mètres. Quoi? Comment? C'est du 19e siècle dont nous parlons. Et comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Même Wikipédia affirme que la puissance de l'eau de la fontaine a trouvé un usage pratique dans la production d'électricité de Chatsworth. C'est là, à peine caché à la vue de tous. Et en continuant à parcourir ces petites illustrations, nous tombons dessus. Une ancienne gravure de Chatsworth vue d'en haut. Regardez la taille de tout ça. Des jardins cinématiques, des rangées et des rangées de cultures, de grandes étendues d'eau qui n'existent plus. Et là encore, beaucoup diront qu'il s'agit d'une exagération artistique. Le manque de fiabilité et l'inexactitude des illustrations, et à juste titre. Mais quand nous regardons Chatsworth d'en haut, sur Google Earth, qu'est-ce que nous trouvons? Des ombres sur le sol en face de la rivière? Non. Ce sont les marques d'une ancienne infrastructure qui a été démolie. Le marquage suggère qu'il y avait autrefois un pont ici, un pont que nous voyons sur l'illustration. Regardez d'un peu plus près, un octogone avec le contour clair d'un vieux générateur. Donc oui, l'illustration est un mensonge. Le domaine était beaucoup plus grand que ce qui est représenté ici. En 2018, il y eut une vague de chaleur en Angleterre, et les anciennes marques de la gloire passée de Chatsworth ont commencé à apparaître dans les terrains eux-mêmes. Ils ont dû le reconnaître. Parfois, la boue et les mensonges ne suffisent pas à enterrer la vérité. Chatsworth était une immense ferme dans l'Ancien Monde. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas se fier aux illustrations et aux peintures. Le plus souvent, elles sont utilisées comme des outils de tromperie contre nous. Mais comme vous le voyez ici, elles ont tendance à se retourner contre les contrôleurs. Tout comme pour les plans des stations et des villes stellaires, notre propre accès technologique à des outils tels que Google Earth valide ces anciens plans et illustrations comme des demi-vérités. Vous pouvez parier gros, mais même les plans et illustrations ne nous donnent qu'une fraction de l'image complète. Comme ici avec le plan de Chatsworth. Et c'est à Chatsworth que nous rencontrons le premier de nombreux actes de profanation barbare causés par les mains de l'ennemi.
Le grand conservatoire de Chatsworth est resté immense jusqu'à sa destruction en 1920. Il mesurait 84 mètres de long et 20 mètres de haut, et avait été construit, dit-on, en 1840, avant la mise en place de la fabrication automatique du verre. D'énormes tunnels interconnectés et des conduites d'eau s'accumulaient sous le sol de la structure pour fournir du chauffage par chaudière et de l'eau chaude. Un exploit d'ingénierie aussi impossible que la construction de la structure elle-même. Elle a été conçue par le jardinier de Chatsworth, Joseph Paxton. Paxton est un fantôme qui hante les pages des livres d'histoire. L'histoire de Paxton est celle d'une heureuse circonstance, d'une innovation audacieuse et d'un succès. C'est malheureusement une histoire malhonnête, une fiction peu convaincante. On raconte que Paxton a obtenu un poste de jardinier à l'âge de 20 ans, alors qu'il travaillait au jardin de Chiswick. C'est là qu'il rencontre William Cavendish, le duc du Devonshire, qui fut si impressionné par les capacités horticoles du jeune Paxton qu'il l'engagea comme jardinier en chef de Chatsworth House. Paxton est responsable de la création des éléments suivants: l'arboretum de Chatsworth, sa rocaille, la fontaine de l'empereur. Vous vous souvenez de la fontaine qui projetait de l'eau en l'air à 2 fois la hauteur de la colonne de Nelson. Le grand conservatoire. Il était responsable de la culture de la banane Cavendish, la banane la plus consommée au monde aujourd'hui, et de la conception des gares ferroviaires dans tout le district de Peak. Quel jeune homme talentueux et productif! Les réalisations de Paxton, cependant, ne s'arrêtent pas à la banane et au conservatoire. Le faste ne s'arrête pas là. Quelle toile enchevêtrée nous tissons quand nous cherchons à tromper. Le succès de Paxton avec Chatsworth l'a conduit à concevoir le tristement célèbre Palais de Cristal de Londres, juste à temps pour l'exposition universelle de 1851. Il a été construit à l'origine dans Hyde Park pour cette exposition. Il a été construit en un peu plus d'1 an. Un exploit d'ingénierie qui n'a jamais été répété. Il était constitué de plus de 1000 barres de fer et sa masse totale comprenait plus de 4000 tonnes de fer. L'entreprise Chance Brothers Glass Works de Smethwick a fourni les 300 000 feuilles de verre. N'oubliez pas que c'était avant la fabrication automatique du verre. C'est dans cette verrerie que le verre était produit. Une simple équation mathématique nous donne une moyenne de 822 panneaux de verre produits chaque jour, 7 jours par semaine, pendant 1 an, ici même, dans cette usine. C'était l'esquisse initiale de Paxton pour la structure. Il est passé de ça à ça en 1 an. De plus, l'ensemble du palais de cristal a pu accueillir des arbres gigantesques, et ils ont dû barricader une grande partie des vitres et couvrir une grande partie du sommet de la structure pendant la tenue de l'exposition universelle, parce que l'intérieur de la structure devenait trop chaud. Paxton, qui a conçu le conservatoire de Chatsworth, ne savait-il pas qu'un immense palais de verre produirait une chaleur intense? Le récit entier se dissout rapidement dans la stupidité quand on réalise qu'1 an plus tard, en 1852, ils ont démantelé le palais de cristal et déplacé toute la structure à Sydenham, dans le sud-est de Londres, où elle a été reconstruite avec 2 énormes châteaux d'eau supplémentaires à chaque extrémité de la structure monstrueuse. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucune preuve photographique du palais original de Hyde Park, seulement des illustrations. La structure n'aurait-elle pas été le point de mire de nombreux photographes lors de l'ouverture de la grande exposition de 1851, la première du genre? Il est fort probable qu'il y avait 2 de ces palais de cristal à Londres, et qu'ils ont tous 2 été détruits, ou que le palais de Hyde Park est un pur mensonge. Il est intéressant de noter que quelques années après sa relocalisation à Sydenham, ce plan du palais a été réalisé, le tout conçu de la main de notre génial jardinier. Il s'est battu avec l'approvisionnement en eau, nous dit-on. Après tout, alimenter 12 000 fontaines, dont 2 qui projetaient de l'eau à 90 mètres de hauteur, et les diverses cascades, devait être une tâche difficile à réaliser. Mais manifestement pas pour Paxton. Il y est parvenu.
Il est intéressant de noter que le palais de cristal possédait également l'un de ces imposants et spectaculaires orgues. Oh, et comme si cela ne suffisait pas, pendant que M. Paxton redessinait le palais de cristal de Sydenham, il concevait également les glorieuses tours Matmore pour nul autre que le baron Mayer Rothschild. Qui aurait cru qu'un jeune jardinier d'une vingtaine d'années serait responsable de certains exploits techniques les plus impossibles et les plus impressionnants de l'histoire,